Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat. Et au programme ce matin, la campagne pour un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Cette privatisation a déjà été votée par le Parlement il y a un an, mais les parlementaires d'opposition souhaitent un référendum sur le sujet. Et pour l'organiser, ils doivent recueillir 4,7 millions de signatures citoyennes. Pour l'instant, ils en ont 1 million et il leur reste un mois avant la clôture des signatures. Tout de suite, le débat au Sénat à propos de ce référendum sur la privatisation d'ADP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 10 avril dernier, 248 parlementaires de tous bords ont signé la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris, après que l'Assemblée nationale ait voté la privatisation des aéroports de Paris sans tenir compte du vote sénatorial pourtant majoritaire. Sur quoi cette initiative quasi inédite s'est-elle appuyée? D'abord sur les caractéristiques d'ADP. C'est un groupe qui représente 13 aéroports franciliens et des participations dans 26 aéroports de 30 pays différents, qui constitue la première frontière du pays, 100 millions de passagers par an, voire 120 millions de passagers annuels d'ici à 2023, ce qui en ferait le premier aéroport européen, qui rapporte 342 millions de dividendes par an, dont la moitié pour l'État, et qui est propriétaire de 6 680 hectares d'infrastructures et de terrains et 355 hectares de réserves foncières dédiées à de futures activités immobilières. Ensuite, parce que ADP est un enjeu de portée nationale en matière économique, sociale, stratégique, de mobilité, d'aménagement du territoire et de protection des populations et de l'environnement. Grâce à cette initiative, pour la première fois, la procédure de référendum d'initiative partagée a été engagée pour permettre, en ces temps d'exigences démocratiques toujours plus fortes dans notre société, que nos concitoyennes et concitoyens décident, avec l'intelligence qui les caractérise, du devenir des biens et des richesses de la nation. Au-delà d'un débat sur le bien fondé ou non de cette privatisation, il s'agissait, et il s'agit toujours et avant toute chose, de laisser aux citoyens enfin la possibilité de décider de l'avenir d'une infrastructure essentielle. Cela est pour nous une exigence d'autant plus importante que les justifications à la privatisation d'ADP ont largement été remises en cause lors des débats parlementaires, mais aussi en dehors de nos hémicycles par des économistes de tous bords, par des juristes, des collectifs citoyens et des syndicats. Cela est d'autant plus important que le nombre d'études de rapports démontre l'aberration qu'est cette privatisation, mais aussi l'aberration qu'ont été la privatisation des aéroports de Toulouse et de Lyon, celle des autoroutes et d'un nombre effarant de grandes entreprises publiques. À cet égard, une commission d'enquête sur la privatisation des autoroutes, dont je me félicite, se met en place au Sénat. Monsieur le ministre, devons-nous dès à présent prévoir la mise en place d'une telle instance sur ADP d'ici 2 à 3 ans? De nombreux travaux, des contre-exemples étrangers, mais surtout le sentiment d'abandon d'une partie toujours plus importante de nos concitoyens, nous invitent à réfléchir à la réduction comme peau de chagrin de notre secteur public, du désengagement de l'État de toutes ses activités stratégiques au profit d'actionnaires privés dont le seul horizon est la rentabilité à court terme. Ils nous invitent à agir contre l'abandon de toute volonté de s'appuyer sur un secteur public fort pour développer une politique économique et sociale au service du plus grand nombre sur tout le territoire et non d'une caste de nantis. Cela est vrai dans tous les domaines, transport, énergie, postes et télécommunications, banque, finance, la liste n'est pas exhaustive. C'est pourquoi il est impératif de rappeler qu'aujourd'hui, des privatisations de cette ampleur ne peuvent être décidées par des technocrates nourris au dogme de la concurrence libre et non faussée, au nom de la compétitivité, de retours financiers court-termistes, du versement toujours plus important de dividendes à des actionnaires avides et peu enclins à préserver les exigences de l'intérêt national. Pour nous, que les choses soient claires, c'est non. En ce sens, pouvoir se prononcer par référendum sur le choix de privatiser ou non ADP est une exigence démocratique qui devrait aussi pouvoir se réaliser sur les autres privatisations annoncées ou larvées, que ce soit les activités rentables d'EDF ou encore les routes nationales, par exemple. Cela devrait aussi concerner des mesures sociales aussi essentielles que la réforme, ou plutôt la destruction de notre système de retraite. Certes, cette procédure référendaire exige un nombre de signatures
démesuré, puisqu'il doit correspondre à 10% des électeurs, soit 4 717 396 signatures. Alors ça, nous le savions déjà lorsque nous avons rejeté, pour notre part, cette procédure en 2008 lors de la révision constitutionnelle. Nous le savions lorsque nous avons déclenché la procédure collectivement en avril 2019. Nous ne sommes pas naïfs, mais le plus marquant, c'est la position déloyale de votre gouvernement. Alors, en premier lieu, le ministre de l'Intérieur a mis en place un site de recueil numérique des soutiens qui, pour le moins, est particulièrement rébarbatif et peu fonctionnel. On aurait pu imaginer que la Start-up Nation mettrait en place des outils beaucoup plus efficaces et ergonomiques que cela. En second lieu, le pouvoir refuse obstinément d'agir pour que l'information sur l'exercice de ce droit constitutionnel soit fournie à l'ensemble de nos concitoyens, cela, je dois dire, malgré de nombreuses sollicitations. Je dis droit constitutionnel car il s'agit d'une procédure encadrée par l'article 11 de la Constitution. La validation par le Conseil constitutionnel de la proposition de loi référendaire originelle déposée donc par ces 248 parlementaires ouvre un droit constitutionnel, celui d'apporter son soutien à la tenue d'un référendum. En ce sens, ce droit s'apparente au droit de vote. Il ne s'agit en rien d'une simple pétition, contrairement à ce qu'affirme souvent le gouvernement et ses soutiens. Nous sommes dans la mise en œuvre de l'article 11 de la Constitution. En démocratie, les citoyens doivent être informés de la possibilité d'exercer un tel droit. L'État doit affecter les moyens en ce sens, puisque du fait d'une loi organique imprécise et imparfaite, les parlementaires, pourtant à l'origine de la procédure référendaire, ne peuvent financer par leurs moyens sa mise en œuvre. Il doit aussi intervenir, l'État, auprès des chaînes publiques d'information, qui ont un rôle citoyen à jouer en la matière pour qu'elles informent largement à ce sujet. C'est cela, le respect du pluralisme, fondement de tout État démocratique. Or, nous en sommes loin. Les chiffres comparés de la médiatisation du grand débat et celle de la procédure du RIP sont sans appel. 13 000 articles publiés sur le grand débat, contre 500 sur le référendum d'initiative partagée. 12 millions d'euros dépensés pour le fameux grand débat, rien pour le RIP. Idem du côté de la presse audiovisuelle. Couverture sans précédent du grand débat, direct à rallonge des discours présidentiels, spot pour le lancement de la privatisation de la FDJ et, bien évidemment, rien sur le RIP. Pire encore, Radio France s'est opposée à diffuser les communiqués financés par les parlementaires eux-mêmes, et je précise, sur leurs deniers personnels. Que dire encore des mairies qui n'ont pas mis en place de bureaux d'aide pour que les citoyens puissent signer alors qu'elles y sont obligées par la loi sans être aucunement inquiétées? Oui, non, mais c'est la loi, monsieur, hein, c'est comme ça. Que dire enfin du refus de la Commission nationale du débat public, dont c'est pourtant la vocation, d'organiser un débat sur le projet de privatisation d'Aéroports de Paris en complément du projet de référendum d'initiative partagée. CNDP qui n'a pas été saisi par le gouvernement, mais encore une fois par les parlementaires signataires de la PPL, alors même que la privatisation d'ADP est un bien, une réforme, qui aura un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Et pourtant, malgré les dysfonctionnements du site, malgré le silence assourdissant des grands médias et du gouvernement, malgré l'absence de campagne officielle, plus d'1 million de personnes ont apposé leur signature pour la tenue de ce référendum. Le président de la République, à la sortie du grand débat national, annonçait qu'il abaisserait le seuil pour le RIP de 4,7 millions à 1 million de signatures. Nous y sommes. Alors, même si la Constitution ne l'y oblige pas, la promesse politique pourrait ou doit être tenue. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous sentons une sourde colère parmi nos concitoyens, un rejet profond des injustices sociales, un soutien fort aux services publics, hôpital, école, transport, et aussi une exigence de droits démocratiques réels sur toutes les questions qui concernent la société tout entière, dont une préoccupation de contrôle sur les biens communs et les services publics. Mais plus que la question de la maîtrise de biens communs, ce sont les limites de la monarchie républicaine qu'est le régime présidentialiste de la Ve République et la méfiance croissante des citoyens envers la démocratie représentative qui sont aujourd'hui en jeu. Et le RIP
est une occasion constitutionnelle historique de redonner du souffle à notre démocratie en améliorant cette procédure de démocratie participative. Alors que se déroule dans notre pays un mouvement social sans précédent, Emmanuel Macron a tort de ne pas écouter le peuple de France sur cette question comme sur d'autres. À aucun moment, sauf à câliner sa majorité parlementaire, il n'envoie à ce peuple de France des signaux apaisants, des signaux rassembleurs. Il préfère s'enfermer dans une posture qui illustre bien les dérives d'un pouvoir à bout de souffle, pétri de certitudes, dans un système institutionnel vermoulu, plutôt que d'ouvrir un grand débat, et en grand surtout, la porte de l'expression citoyenne. Et croyez bien, monsieur le ministre, que ceci est profondément regrettable. Eh bien, dans la suite du débat, la parole est à monsieur Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain pour une durée de 4 minutes. Président, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, qui démontre d'ailleurs par sa présence que les enfants aiment bien les avions. Mes chers collègues, Auty, Tarn-et-Garonne, Villars-de-Belle, Aude, Boussenois, Côte-d'Or, Menté, Pyrénées-Orientales, Olcany, Haute-Corse. Voilà quelques exemples parmi des milliers où les Français, tous les Français, pas seulement les premiers concernés, se sont mobilisés et ont signé la pétition pour qu'un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris soit organisé. Le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, Monsieur le maire en particulier, avait critiqué, voire moqué, la démarche initiée par notre groupe et rejointe par un arc républicain extrêmement large qui, aujourd'hui, donc, fait l'objet de ce débat initié par nos collègues du CRCE que je remercie. Vous avez pensé, Monsieur le Ministre, en tout cas ceux de Bercy, que cette initiative n'était qu'une fantaisie de politiciens, une opposition bête et méchante, un accroc à la légitimité de la chose votée, peut-être même une atteinte aux prérogatives du Parlement, en tout cas un crime de lèse-majesté jupitérienne. Mais avec plus d'1 million de signataires sur tout le territoire, cela ne tient plus. 1 million, ce n'est pas la France, me direz-vous. D'ailleurs, vous allez nous le dire. Mais au vu des moyens qui étaient les nôtres, de l'inertie assumée de votre gouvernement pour atténuer l'impact de cette initiative à caractère constitutionnel, ça a été rappelé, eh bien, je trouve que 1 million, ce n'est pas rien. Sarkozy et Hollande, effectivement, j'entends les débats dans la salle. Et, Monsieur le Ministre, quand je compare aux 12 millions, au moins, du grand débat, ça a été rappelé par Madame Assassi, quand je compare aux millions d'euros consacrés à la campagne de privatisation de la FDJ, je me dis que le score n'est pas si mal. 1 million, c'est d'ailleurs été aussi le seuil que le président de la République avait fixé pour améliorer la proposition de loi référendaire dans le cadre de sa réforme constitutionnelle, manifestement à ce stade avortée. C'est en tout cas, Monsieur le Ministre, plus que 150, 1 million. 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat, qui ont fait d'ailleurs un bon boulot, et qui vont bénéficier peut-être d'un référendum grâce à l'initiative de Monsieur le Président de la République. Les commentateurs disent souvent que le Président aime la confrontation directe, qu'il méprise les corps intermédiaires, voire le Parlement. Avec cette démarche, nous l'avons pris au mot. Qu'ils viennent me chercher, avait-il dit. Eh bien, nous sommes là. Et avec nous, beaucoup de Français à nos côtés. Ces derniers savent pourquoi il faut faire un référendum sur le sujet. Les raisons sont multiples, je vais les rappeler très rapidement. La privatisation des aéroports de Paris est une aberration financière, économique et environnementale. Financière parce qu'on va brader un bien de l'État qui rapporterait bien plus en le gardant pendant les 70 ans de la prochaine concession éventuelle. Économique parce que Roissy et Orly sont les portes d'entrée de la France en termes de tourisme. Il est important que la puissance publique garde la main. Environnementale parce que l'aménagement et le développement aérien sont des questions qui se préoccupent pour l'avenir. Là encore, l'État doit pouvoir intervenir pour réguler. La décision de privatiser a un impact national qui légitime un référendum sur tout le territoire. Je le concède, Monsieur le Ministre, ce n'est pas le seul sujet de préoccupation des Français. Il y en a bien d'autres qui ruissellent en ce moment. Assurance chômage, pouvoir d'achat, retraite. Ils sont divers,
Mais ils ont un point commun, la morgue avec laquelle le président de la République, vous-même et votre gouvernement accueillez les craintes de nos concitoyens. Refuser ce référendum serait un coup de plus porté à notre démocratie. Nous vous proposons une soupape, un moyen d'échanger avec le pays. Opposer une fin de non-recevoir à cette demande n'est pas une méthode, ce serait de la provocation. Une de plus, me direz-vous. Allez multiplier, vous faites le lit du populisme et vous portez atteinte à ce qu'il y a de plus sacré dans notre République, l'exigence démocratique qui repose sur la souveraineté du peuple. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Léonard pour le groupe RDSE pour une durée de 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la privatisation de l'aéroport de Paris est assurément un des grands points d'achoppement de ce quinquennat. Annoncé en 2018 et inscrit dans la loi Pacte, adoptée l'an dernier, le processus est depuis lors mis entre parenthèses par le déclenchement pour la première fois de la procédure référendaire dite d'initiative partagée, après le dépôt en avril 2019 d'une proposition de loi signée par plus du 5e des parlementaires et à laquelle j'ai moi-même participé. Les privatisations ou les ouvertures de capital d'entreprises publiques en France ne datent pas d'hier. Commencées en 1986 sous la première cohabitation, elles ont été poursuivies depuis par presque tous les gouvernements, à l'exception de la période de crise financière des années 2008-2009, où la chute des valeurs boursières les avait rendues peu rentables. Parmi les privatisations restées emblématiques, on peut rappeler celle de TF1, des grandes banques, de Total et d'Usinor Sacilor dans les années 80 et au début des années 90. L'ouverture du capital de Renault en 1996 et de France Télécom à partir de 1997, déjà de certaines compagnies d'autoroutes, d'EDF, GDF, à partir de 2005, et plus récemment, la baisse des participations de l'État au groupe Safran. L'ouverture au capital d'ADP, quand elle a débuté sous le gouvernement Villepin, dans les années 2010, ce sont les grands aéroports régionaux qui ont connu à leur tour une vague de privatisation, l'aéroport de Toulouse, dans les conditions que l'on sait, et ceux de Lyon et de Nice. L'ADP n'est pas une société anodine. Créée à la Libération, elle a accompagné la formidable modernisation de l'économie française pendant les 30 Glorieuses, avec l'ouverture d'Orly en 1961, puis Roissy en 1974. C'est aujourd'hui le premier groupe de gestion aéroportuaire au monde, en nombre de passagers, avec un chiffre d'affaires de 4,5 milliards d'euros et un résultat net positif de 600 millions d'euros en 2018. Sa filiale à l'international gère 24 aéroports répartis dans 13 pays différents, dont l'Algérie et la Turquie. Le chapitre de la loi Pacte, consacré aux privatisations, semble faire peu de cas de cette histoire et de cette situation exceptionnelle, en traitant pêle-mêle des sujets aussi divers qu'ADP, la Française des Jeux ou Engie. Sans mépris aucun pour ces dernières, on doit pourtant bien reconnaître que les enjeux d'ADP dépassent très largement ceux des jeux de loterie ou de la prévention. Il s'agit pour l'État français d'une question stratégique et patrimoniale. Ce qui se joue ici, c'est d'une certaine façon l'identité économique de la France. Le préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie de nos textes fondamentaux au même titre que la Déclaration des droits de l'homme, précise que tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. C'est bien le cas des aéroports de Paris, qui jouent de plus le rôle stratégique de principale porte d'entrée sur le territoire national. Lors de l'examen de la loi Pacte l'an dernier, le Sénat avait majoritairement rejeté les articles de privatisation à l'occasion d'une rare alliance entre la droite et la gauche dans cet hémicycle.
Le groupe RDSE avait très majoritairement approuvé ces suppressions. Aujourd'hui, les Français y restent aussi majoritairement opposés. Comment dès lors expliquer les difficultés pour réunir le nombre nécessaire de signatures pour soumettre à un référendum l'objet de la proposition de loi? À l'évidence, les conditions prévues par l'article 11 de la Constitution apparaissent trop restrictives. Un dixième du corps électoral, soit 4,7 millions de citoyens, cela équivaut à un score d'environ 20% aux dernières élections, score que certaines formations ont d'ailleurs eu du mal à atteindre. À titre de comparaison, les pays qui ont réellement mis en pratique ce mode de consultation ont retenu des seuils bien plus bas. L'exemple suisse est bien reconnu. Les référendums à l'échelle fédérale nécessitent la signature de 100 000 citoyens, soit moins de 3% du corps électoral. En Italie, le seuil est fixé à 500 000 électeurs, bien en dessous des 4,7 millions nécessaires chez nous pour une population équivalente. Beaucoup d'interrogations demeurent à propos de ce dossier. Par exemple, la difficulté à trouver des informations précises sur le Fonds pour l'industrie et l'innovation, que ces cessions de participation sont censées financer. Par ailleurs, si je ne nie pas l'intérêt des projets annoncés, cela masque encore mal l'absence d'une réelle politique industrielle en France et a fortiori en Europe. Enfin, le risque de hausse des redevances aéroportuaires, comme dans le cas des concessions d'autoroutes, et les conditions d'indemnisation des futurs actionnaires dans l'éventualité d'une fin de concession anticipée, continuent de susciter de réelles interrogations, en particulier sur les conséquences sur le budget de l'État et pour d'autres secteurs comme les compagnies aériennes ou le risque de suppression des petites lignes Paris-Province non rentables. C'est pourquoi, pour répondre à la question peut-être un peu rhétorique de mes collègues du groupe communiste, l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris continue, à mes yeux, d'être une exigence démocratique. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Dominique Théophile pour le groupe La République En Marche, pour une durée de 7 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, privatiser ADP, c'est repenser la place de l'État au XXIe siècle. Il s'agit de passer d'un État rentier à un État investisseur, à un État stratège qui investit pour l'avenir des Français. Le produit de cession doit abonder un fonds d'innovation de rupture doté de 10 milliards d'euros nécessaire à notre économie nationale. Stockage de l'énergie, intelligence artificielle, robotique. L'État stratège n'est pas un État nécessairement actionnaire de toutes les entreprises. Le fonds d'innovation doit permettre de préserver la souveraineté du pays pour que notre économie ne dépende pas uniquement des brevets de licences de l'étranger. Il faut aussi avoir l'esprit que de nombreux investissements sont nécessaires, par exemple pour la construction d'un 4e terminal, et c'est parce qu'ADP se porte bien qu'il a de nouveaux besoins de financement que sa forme actuelle ne lui permet pas de l'obtenir. Par ailleurs, un tiers des bénéfices d'exploitation d'ADP provient de l'activité aéroportuaire, mais les 2 tiers proviennent des boutiques de luxe, des hôtels et des parkings. Ce n'est pas le rôle de l'État de percevoir des dividendes liés à ces activités. Le groupe ADP est international, il est présent dans plus de 30 pays et détient par exemple des participations dans les aéroports d'Amsterdam et d'Istanbul. Il s'agit de conforter une stratégie de consolidation à l'international déjà engagée par le groupe pour imposer parmi les leaders mondiaux. ADP perçoit la cession de la participation publique comme aide dans sa stratégie. La cession des participations publiques a pour objectif l'entrée des nouveaux investissements qui permettront d'emmener le groupe au plus haut niveau et de le conforter comme leader mondial. Ce transfert au secteur privé est assorti de plusieurs garde-fous législatifs, bien évidemment, pour que l'État conserve ses prérogatives en matière d'autorisation d'investissement. En effet, la reprise du contrôle des actifs par l'État sera opérée au bout de 70 ans et pendant cette période, les actifs sont incessibles, sauf autorisation,
express de l'État. De plus, des enseignements ont été tirés des erreurs commises lors de la conclusion des concessions autoroutières. Des contrats de régulation économique pluriannuels seront renégociés tous les 5 ans entre l'État et ADP. Concernant les salariés, le régime applicable ne sera pas affecté par la privatisation. Cette garantie inscrite dans la loi fait d'ailleurs suite à un amendement communiste adopté à l'Assemblée nationale. Ce dispositif apparaît plus efficace qu'une concession classique qui aurait imposé une mise en concurrence puis à la conclusion d'un contrat avec l'opérateur retenu et qui n'aurait pas permis à l'État de garder un contrôle aussi important que celui qu'il aura dans le cadre de la privatisation d'ADP. En outre, une concession classique aurait conduit à une hausse des redevances aéroportuaires avec une répercussion sur les compagnies aériennes. Or, dans le cadre du contrat de régulation économique pluriannuel, les compagnies sont associées pour le niveau de redevance. Enfin, pour ce qui concerne de la sécurisation de la frontière et de la régulation du trafic, dont les horaires de décollage pour les communes aux alentours, elles restent gérées par l'État. Il est à noter que le gouvernement a même renforcé la police aux frontières il y a 1 an. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, la privatisation d'ADP semble nécessaire. Cet avis n'est pas partagé par un certain nombre de nos collègues parlementaires et qui ont choisi de déclencher un projet de référendum d'initiative partagée. Le référendum d'initiative partagée est le dispositif prévu depuis la révision constitutionnelle de 2008 à l'article 11 de la Constitution. Celui-ci prévoit qu'un référendum peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement, soutenu par un 10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. À ce jour, au moins 185 parlementaires issus de plusieurs partis d'opposition soutiennent ce projet de référendum. Le Conseil constitutionnel a en outre donné son feu vert à ce projet. Cependant, il n'en va pas de même concernant la 3e condition, puisque la pétition en ligne recueille un peu plus d'1 million de signatures sur les 4 700 000 qu'on requiert le RIP, et il ne reste que 35 jours pour les atteindre. S'il n'est pas question ici de discuter de l'utilisation du référendum d'initiative partagée, qui est un droit constitutionnel, le déclenchement du projet de RIP pour contester la privatisation d'ADP est, lui, sujet à caution. En effet, la Constitution empêche explicitement d'abroger par un RIP une disposition législative promulguée depuis plus d'1 an. C'est le cas de la loi Pacte. Le RIP doit demeurer un outil permettant d'introduire des respirations de démocratie directe dans un système de démocratie représentative dont nous sommes ici les représentants. Il est cependant à craindre, au-delà du cas particulier d'ADP, que l'initiative de nos collègues puisse ouvrir une brèche susceptible de fragiliser le système de représentation politique. Jusqu'à présent, la mise en œuvre du RIP inscrit dans la Constitution en 2008 paraissait suffisamment exigeante pour que la procédure utilisée dans des circonstances exceptionnelles. Il ne me semble pas que cette initiative soit fidèle à la volonté du constituant de 2008. Ne créons pas d'instrument qui pourrait générer un dysfonctionnement de la démocratie parlementaire et compromettre la bonne gouvernance de notre pays. La France a besoin évidemment de renouveau démocratique et d'une plus grande participation directe des Français aux choix politiques, notamment sur le plan local. Le mouvement des Gilets jaunes en a souligné l'urgence. En définitive, il me semble qu'à l'occasion d'une future réforme constitutionnelle, il faudra revenir à l'esprit du constituant de 2008 en corrigeant les faiblesses, la faille du recours au RIP, mais aussi en l'assouplissant et en simplifiant ses règles avec, comme l'a proposé le président de la République, la possibilité que son initiative puisse provenir d'au moins 1 million de citoyens dénombrés via une pétition, ce qui serait de nature à concilier la légitimité populaire, fondement de la démocratie, et le respect des institutions, condition de la démocratie. Merci. La parole est à Madame Laurence Cohen pour une durée de 6 minutes. Je demande que pour tous les orateurs, il y ait une écoute semblable. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme l'a souligné ma collègue Éliane Assassi, il est essentiel en ce début d'année, au vu des enjeux, de mener au moins ici un débat sur ADP.
Comme chacun le sait, nous nous sommes mobilisés au groupe CRCE, et ça a été rappelé, et nous continuons de le faire pour créer les conditions d'un référendum. Alors qu'Aéroports de Paris, avec une superficie de 6 686 hectares, risque de devenir la plus grosse privatisation de l'histoire française, nos concitoyennes et concitoyens ne bénéficient d'aucune information officielle leur permettant de donner leur avis. C'est un déni démocratique, mon cher collègue Théophile, et nous sommes intervenus à plusieurs reprises au niveau du CSA pour qu'une campagne d'information soit lancée, ce qui n'a malheureusement pas abouti, en tout cas jusqu'à présent. Sans chauvinisme, croyez-le bien, permettez-moi de souligner que le Val-de-Marne est le deuxième département ayant le plus voté en faveur de la tenue d'un tel référendum. Plus de 38 400 personnes se sont exprimées, soit pratiquement 5% des électeurs. Sur la France entière, c'est plus d'1 million de personnes qui exigent la tenue d'un référendum sur la privatisation ou non du groupe ADP. Je tiens à ce propos à saluer les actions que nous avons menées, comme par exemple à la Fête de l'Humanité en septembre dernier, à l'initiative de notre groupe, ou encore lors du meeting organisé en juin dernier à la Bourse du Travail de Saint-Denis, à l'initiative de mon collègue député Stéphane Peu, qui réunissait des parlementaires de toute sensibilité politique, du Parti communiste au Parti socialiste, en passant par la France insoumise, les Républicains, Génération et Europe Écologie Les Verts, sans compter les dizaines d'actions sur nos territoires. Les enjeux sont majeurs. Je pense tout d'abord aux conséquences économiques. Aéroports de Paris rapporte en moyenne 170 millions de dividendes chaque année à l'État. En cas de privatisation, non seulement cette source de revenus disparaîtrait, mais en plus l'État devrait s'acquitter d'indemnisations supplémentaires particulièrement vertigineuses. Près d'1 milliard d'euros pour indemniser financièrement les actionnaires minoritaires actuels qui risqueraient, après les 70 ans de privatisation prévus par la loi, d'être expropriés pour une nouvelle nationalisation, alors même qu'il est également prévu que l'État rachète son dû dans 70 ans. Ainsi, l'État y perdrait triplement 1 milliard d'indemnités en faveur des actionnaires minoritaires, 170 000 euros de bénéfices en moins par an, c'est-à-dire presque 12 milliards d'euros sur 70 ans, et bien entendu, le prix qu'il faudrait payer pour racheter ADP dans 70 ans. Monsieur le ministre, quand on veut de l'argent, il y en a là. C'est à l'encontre de tout bon sens, alors même qu'ADP est une entreprise rentable qui offre de nombreuses perspectives prospères pour l'avenir, comme le laisse présumer le nouveau terminal 4 à Roissy prévu pour 2025 ou les récents aménagements de l'aéroport d'Orly. Le gouvernement prétend vouloir investir dans un fonds de l'innovation grâce aux recettes de cette privatisation, mais les recettes annuelles d'ADP, en constante hausse, ne pourraient-elles pas financer ce fonds sur plusieurs années ? Le second enjeu capital soulevé par la privatisation d'ADP est un enjeu politique. Comme le rappelle le professeur de droit public Paul Cassia, cette opération soulève un problème relevant de la souveraineté même de l'État français. En effet, plus de 100 millions de passagers transitent chaque année par cette plateforme pour entrer sur le territoire ou en sortir, faisant d'ADP la plus grande frontière française. Pas moins de 80% des visiteurs étrangers passe par ADP qui possède donc des infrastructures sensibles. Privatiser ces infrastructures signifie nécessairement menacer la capacité de l'État à contrôler intégralement et sans intermédiaire les entrées et sorties du territoire qui vont, in fine, dépendre de son dialogue avec un groupe privé. Un troisième enjeu particulièrement important est le risque d'anticonstitutionnalité de cette privatisation. En effet, cette opération entre directement en contradiction avec le 9e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. C'est sur cette base que le législateur avait déjà refusé la privatisation d'ADP en 2005, mes chers collègues. Cette privatisation potentielle soulève également un enjeu fort lié au risque de suppression d'emplois et de précarisation d'une partie des salariés d'ADP. Pour rappel, près de 90 000 salariés travaillent à Roissy et plus de 25 000 à Orly, sans compter les emplois induits. Et que dire de l'enjeu écologique de cette privatisation, à une époque où nous subissons directement
les conséquences du réchauffement climatique. Que dire des conséquences sur la vie des riverains? Je pense particulièrement aux nuisances sonores. Il est à craindre qu'une privatisation d'ADP empire la situation en intensifiant le trafic aérien et en remettant en cause le couvre-feu actuel qui interdit le survol des avions entre 23h30 et 6h du matin. Enfin, une privatisation aboutirait nécessairement à une augmentation des tarifs et à un remaniement qui pourrait menacer certaines lignes, par exemple concernant les vols entre la France hexagonale et ses territoires d'outre-mer. À La Réunion, un collectif d'usagers, Réunion ADP, craint particulièrement les hausses des taxes aéroportuaires qui correspondent actuellement à 50% du prix d'un vol. Alors que des milliers d'étudiants ultramarins viennent chaque année faire leurs études en France métropolitaine, comment garantir leur mobilité sans hausse supplémentaire? Au regard de ces nombreuses conséquences, l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris relève d'une exigence démocratique. Je le dis et je le répète, il en va du droit des citoyennes et des citoyens à protéger le devenir des biens communs et des services publics. Il en va également du devoir de l'État d'écouter les mobilisations inédites et les nombreuses voix, toutes sensibilités politiques confondues, qui depuis des mois exigent le dialogue et donc ce référendum. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants. Je vous donne la parole pour 6 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a tout juste un an, nous examinions le projet de loi Pacte. Parmi toutes les mesures de bon sens attendues de longue date par les entrepreneurs et les salariés français, une disposition de ce texte cristallisait les tensions politiques. Il s'agissait de la privatisation d'Aéroports de Paris. Un an après, nous nous réunissons de nouveau dans cet hémicycle pour aborder cet épineux sujet. Cependant, l'objectif de ce débat n'est pas de remettre le même ouvrage sur le métier, car depuis lors, les termes du débat ont changé. Une proposition de loi référendaire a été déposée contre cette privatisation. La question qui nous est posée aujourd'hui est la suivante. L'organisation de ce référendum est-elle une exigence démocratique? Nous devons donc définir ce que signifie l'expression « exigence démocratique ». On peut l'entendre de deux façons. D'une part, savoir s'il s'agit d'une demande du peuple français suffisamment forte pour justifier l'organisation d'une large consultation. D'autre part, s'il s'agit d'une obligation institutionnelle fondée sur un principe de notre droit. Concernant la demande populaire d'abord, j'éviterai pour ma part de me poser en porte-voix du peuple français. Je me contenterai d'en référer à des critères objectifs. Or, nous disposons en la matière d'un baromètre assez précis. En effet, en choisissant la voie du référendum d'initiative partagée, les parlementaires ayant co-signé la proposition de loi référendaire ont sollicité le soutien de nos concitoyens. La proposition ne pourra être adoptée que s'ils parviennent à réunir les signatures de 10% du corps électoral, soit quelques 4,7 millions de Français, dans les 9 mois suivant le dépôt de la proposition. À quelques semaines de l'échéance, les soutiens ne dépassent guère le million de signatures, soit à peine 2% du corps électoral. Difficile dans ce contexte de parler de demande populaire forte. Concernant l'obligation... j'en suis désolé pour vous. Concernant l'obligation institutionnelle ensuite, dans le cas où le seuil des 4,7 millions de signatures ne serait pas atteint, la proposition de loi référendaire resterait lettre morte. Dès lors, aucune loi de la République ne pourrait contraindre le pouvoir exécutif à organiser un référendum. En somme, il apparaît qu'un référendum sur la privatisation d'ADP n'a rien d'une exigence démocratique, entre guillemets. Nos institutions ne nous y obligent pas et le peuple ne le demande pas. La deuxième question, je comprends que ça vous ennuie, mais il faut bien constater la réalité. La deuxième question porte sur la décision du Conseil constitutionnel jugeant recevable cette proposition de loi référendaire. Cette décision a suscité de nombreuses critiques, notamment celle dans une tribune parue le 14 mai dernier dans Le Monde de 2 constitutionnalistes de renom qui considéraient que le Conseil constitutionnel avait commis une double faute à la fois juridique et démocratique en jugeant recevable cette proposition de loi. Leur argumentation s'appuie notamment sur le fait que cette procédure ne respecterait pas l'esprit de la réforme constitutionnelle de 2008 ayant instauré le référendum d'initiative partagée. En effet,
une proposition de loi référendaire ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. L'initiative de nos collègues a donc joué sur le calendrier, et pour ainsi dire sur les mots, en visant à abroger une disposition votée par les assemblées, mais non promulguée par le pouvoir exécutif. Ces critiques ont été entendues par le Conseil constitutionnel lui-même, dont le président a cru nécessaire de justifier sa décision, faite rarissime, en publiant un communiqué. Petite parenthèse, ce communiqué rappelle préalablement que le Conseil constitutionnel a validé la loi Pacte, y compris les articles prévoyant la privatisation d'ADP, ce qu'on oublie trop souvent. C'est dire que j'étais un peu étonné d'entendre dire à l'instant que ces articles étaient anticonstitutionnels. Aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui ont déclenché la procédure de référendum, cette privatisation a donc force de loi, et il y a tout lieu de penser que cela le restera, tant nous sommes loin aujourd'hui des 4,7 millions de signatures. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel est que dans le vocabulaire très particulier et très prudent du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius exprime, je cite, qu'il y a matière à réflexion sur la manière dont cette procédure, celle du référendum d'initiative parlementaire, a été conçue. Fin de citation. Ce qui veut dire en français de tous les jours que le législateur s'est pris les pieds dans le tapis en 2008 et que Laurent Fabius suggère donc à mots couverts qu'il faudra y revenir lors d'une prochaine révision constitutionnelle. Quelle est en effet la conséquence importante et fâcheuse du texte constitutionnel tel qu'il est aujourd'hui rédigé ? C'est la faille dans laquelle se sont engouffrés les parlementaires ayant lancé la procédure de demande de référendum un jour avant la promulgation de la loi. Avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, on va désormais pouvoir proposer un référendum sur tous les sujets pendant même l'examen de la loi, ce qui revient à opposer démocratie directe et démocratie représentative alors qu'elles étaient jusqu'à présent complémentaires, à opposer au même moment les deux expressions de la volonté nationale que sont le vote des représentants du peuple et le référendum. Dans ces conditions, cette forme de démocratie participative vise moins à compléter les mécanismes de la démocratie représentative qu'à leur faire échec. C'est un problème grave et qui nécessitera, comme je l'ai déjà dit, une clarification de l'article 11 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle. Si nous ne le faisons pas, nous aurons laissé, nous, parlementaires, discréditer le travail des assemblées en le soumettant aux impératifs de la démocratie plébiscitaire. Et nous connaissons tous l'écueil principal de cette démocratie plébiscitaire. Elle conduit les citoyens à se prononcer pour ou contre un gouvernement plutôt que pour ou contre une mesure, aussi importante soit-elle pour le pays. Nous sommes au cœur des débats qui, depuis un an, portent sur les rapports de la démocratie représentative et de la démocratie directe. J'ai exprimé à d'autres occasions les graves inquiétudes que m'inspirent les dérives vers la démocratie directe, démocratie d'émotion, quand ce n'est pas démocratie de l'émeute. Dans les circonstances que traverse aujourd'hui notre pays, et alors que la vague populiste menace un peu partout les régimes démocratiques, il est plus que jamais essentiel de lui résister. La parole est à Madame Anne-Catherine Loisier pour l'Union centriste. Ah, ça va être dur. Oui, s'il vous plaît, vous laissez l'oratrice s'exprimer. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nos collègues donc, du groupe CRCE nous invitent à un débat que je reformulerai pour ma part ainsi. Le vote du Parlement en faveur de la privatisation d'ADP ne répondrait-il pas aux exigences démocratiques ? Si l'objectif inscrit dans la loi Pacte, à savoir la création d'un fonds d'innovation des entreprises, n'a pas été contesté, la méthode, en revanche, a interrogé dès le début. S'agissant de la perte de participation majoritaire de l'État dans le capital d'entreprises du transport aérien, de la régulation des jeux, de la transition énergétique, pour lesquels, jusqu'alors, un copilotage étatique était considéré d'intérêt public, voire stratégique. Des entreprises, ça a été dit, rentables, prospères, versant chaque année plusieurs centaines de millions d'euros de dividendes à l'État. En seulement 10 ans, ADP a quasi doublé son chiffre d'affaires, passant de 2 500 milliards en 2008 à près de 4 500 milliards en 2018. Au final, nous le savons, les privatisations de la Française des Jeux et d'Engie ont été actées par les deux assemblées, le Sénat ayant rejeté celle d'ADP. L'accord du Parlement était donc
obtenu, certes, dans le plus strict respect des institutions et des principes démocratiques, mais pas pour autant celui de l'opinion publique. Et tandis que l'État s'efforçait de diminuer les dépenses, de consolider ses recettes, l'opinion publique, alimentée par les mouvements sociaux et politiques, s'interrogeait chaque jour davantage sur l'intérêt de vendre des actifs rentables et de renoncer à des rentrées d'argent récurrentes, appauvrissant l'État. Le mouvement des Gilets jaunes, avec ses revendications de justice sociale et de meilleure redistribution des richesses, a rebondi sur le dossier de la privatisation, perçu comme, je cite, une spoliation du patrimoine des Français, d'autant que les chiffres du groupe explosaient, ADP devenant le numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire en nombre de passagers et aujourd'hui le détenteur du premier aéroport européen Charles de Gaulle depuis le Brexit. En avril dernier, 185 de nos collègues se sont associés pour une première procédure de référendum et ont tenté d'arrêter la privatisation du groupe ADP. Dans le même temps, le président Macron se déclarait favorable au RIP et proposait de le rendre accessible en abaissant le seuil des soutiens à 1 million. C'est là, je dirais, que la faille a été ouverte. Dès lors, comment ne pas mettre en acte les paroles du président de la République ? L'exécutif, à mon sens, s'est mis lui-même dans une impasse démocratique qu'il appréhende maintenant du fait d'un climat social, il est vrai, peu propice à un vote apaisé. Mais y a-t-il une autre alternative dans le contexte que nous connaissons ? Le vote du Parlement suffit-il encore à légitimer le choix de privatiser ADP ? D'autant que la proposition de loi référendaire, ça a été dit, a aujourd'hui d'ores et déjà dépassé le million de soutiens, et ce, malgré une information quasi inexistante, et il faut bien le dire, un accès pour le moins complexe. Tout choix politique s'inscrit dans un contexte, mes chers collègues, et je pense que c'est l'enchaînement des événements de ces derniers mois, les déclarations maladroites de l'exécutif, qui font qu'aujourd'hui la consultation des citoyens par référendum est devenue une légitimité en quelque sorte supérieure et complémentaire au vote du Parlement. L'argument qui met en avant les 22% de soutien nécessaires à l'organisation d'un référendum n'est plus audible. Après ces propos du gouvernement du président qui, je le cite, qualifiait de signal déjà fort la mobilisation d'1 million de signatures. Ce référendum sur la privatisation d'ADP est désormais le talon d'Achille du gouvernement, avec ce dilemme, prendre le risque de le perdre ou l'esquiver. Refuser un référendum, c'est discréditer une fois de plus la parole du politique. Et dans le contexte que nous connaissons, avec les menaces que nous connaissons, ce serait vécu comme un nouvel acte de défiance d'un président qui n'écouterait plus les Français et voire même craindrait de leur laisser la parole. Le risquer, c'est aussi, messieurs, se présenter comme le garant d'une démocratie assumée. Et pour conclure, je reprendrai une formule souvent employée par le président de la République, « N'ayez pas peur ». La parole est à monsieur Jean-Raymond Hugonet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le mercredi 12 décembre 2018, nous auditionnions le ministre Bruno Le Maire en commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, la loi Pacte. Alors que bien des aspects de cette loi allaient dans le bon sens, selon une regrettable habitude, une disposition était introduite dans le texte qui allait polariser l'attention et polluer le débat du début à la fin. Je veux parler de la privatisation d'ADP. M'appuyant sur les similitudes avec l'expérience récente et cuisante de la privatisation des concessions d'autoroutes, qui aurait dû nous instruire utilement sur ce type de procédure, j'étais alors un des premiers, avec Fabien Gay, à dénoncer vigoureusement la privatisation d'Aéroports de Paris pour des raisons simples et essentiellement stratégiques, financières, environnementales et sécuritaires, comme ça a été rappelé tout à l'heure, sur lesquelles il n'est même plus besoin de revenir tellement le débat a fait rage. En revanche, je n'ai pas fait partie, le 9 avril 2019, des 248 parlementaires, toutes tendances confondues, à l'initiative du lancement de la procédure de référendum d'initiative partagée. Je ne l'ai pas fait parce que, pour ma part, et pour répondre précisément à la question posée dans ce débat,
L'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris n'est absolument pas une exigence démocratique. Le référendum d'initiative partagée est une forme particulière du processus législatif français. Il associe le corps électoral à une proposition de loi via un recueil de soutien. Dès lors, les seuils du 5e des membres du Parlement dans un premier temps, soit 185 parlementaires, puis d'un 10e des électeurs, soit 4,7 millions, sont nécessaires afin de pouvoir enclencher ce référendum. Le déclenchement de la procédure appartient aux seuls parlementaires, le soutien des électeurs intervenant dans un second temps. De ce fait, le mécanisme ne peut être qualifié de référendum d'initiative populaire, bien que l'expression ait été largement employée pour le désigner. Pour ma part, je constate que ce mécanisme n'est en fait qu'un alibi de modernité doublé d'une course d'obstacles dont le modus operandi est posé au 3e et 6e alinéa de l'article 11 de la Constitution. Le remède est pire que le mal. Le seul but est en réalité de créer un effet d'annonce dans les médias sur un élan démocratique du système politique, alors que le mécanisme est conçu pour assurer que le référendum n'aboutisse en aucun cas. La proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui, relative au statut d'Aéroports de Paris, en est le criant exemple. Le délai court du 13 juin 2019 à minuit jusqu'au 12 mars 2020, avant minuit. En décembre 2019, nous avons franchi le cap du million de soutiens enregistrés sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Courage, chers collègues, il vous reste plus qu'à trouver 3,5 millions en un peu plus d'un mois, un jeu d'enfant lorsque l'on s'essaie au parcours du combattant pour parvenir à s'enregistrer sur ce fameux site, si tant est qu'il fonctionne. La démocratie représentative doit avoir la primauté et le développement des instruments de démocratie directe ou participative doit avoir pour corollaire le renforcement du rôle du Parlement. C'est clairement ce que vient d'affirmer le groupe de travail sur la révision constitutionnelle réuni par Gérard Larcher, président du Sénat, le 20 mars 2019. La démocratie directe ou participative est complémentaire de la démocratie représentative et il n'y a pas lieu d'opposer l'une à l'autre. Les 3 propositions du président du Sénat pour revivifier le droit de pétition devant le Sénat font preuve de sagesse. Premièrement, un droit de tirage citoyen permettant à des citoyens, via une pétition, de déclencher la création une fois par session d'une mission d'information sénatoriale. Un droit d'initiative législative, soit l'inscription d'une proposition de loi d'origine citoyenne si le texte a recueilli un nombre significatif de signatures. Celui-ci serait évidemment inférieur aux 4,7 millions actuels. Troisièmement, la mise en place de séances de questions posées par les citoyens aux membres du gouvernement, soit aux sénateurs. Voilà pour ma part, mes chers collègues, comment nous pouvons renforcer utilement l'exigence démocratique. Mais prenons garde à ce que le rythme de réforme d'opportunité mineur et précipité ne risque de voir le mécano constitutionnel, selon l'expression chère au doyen Vedel, l'emporter sur la logique de l'équilibre institutionnel. Merci pour votre attention. Merci. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian pour 3 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier le groupe CRCE pour avoir inscrit ce débat à notre ordre du jour, parce qu'effectivement la question se pose de savoir aujourd'hui si ce référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris est une exigence démocratique. Eh bien, il y a plusieurs façons de répondre à la question, mais j'en ajouterai une à celles qui ont déjà été émises, c'est que tout d'abord, eh bien, cette privatisation n'était pas dans le programme présidentiel et donc qu'il est tout à fait légitime que les citoyennes et les citoyens de notre pays puissent s'en emparer et notamment via le référendum d'initiative partagée. Ensuite, et cela a été dit parce que plus d'1 million de citoyennes et de citoyens qui ont pris la peine d'aller sur ce site, qui ont fait cet acte citoyen militant. Et moi, je dirais à ceux et celles qui vraiment méprisent cela, qu'en ces temps d'abstention, on se plaint régulièrement du désintérêt pour la politique et de ce que font les partis, de ce que font les parlementaires. Eh bien, au contraire,
La moindre des choses serait de respecter cette dynamique qui a eu lieu et qui a fait en sorte que plus d'1 million de personnes se sont mobilisées. Et il ne faut pas, en ces temps d'abstention, brider cet appétit démocratique. Alors on nous dit, oui, mais il y a eu le débat parlementaire et la démocratie représentative doit prendre sa place. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre République, je ne crains pas de le dire, le débat parlementaire est souvent abîmé, il est souvent tronqué par une pratique du pouvoir qui se révèle, dans bien des aspects, anti-parlementaire. Quand on voit le recours régulier aux ordonnances, des études d'impact faites dans la plus grande hâte, des procédures accélérées, y compris pour des sujets qui concernent des dizaines d'années et des millions de Françaises et de Français, des amendements du gouvernement posés sur table, eh bien quand on voit cela, on peut se dire qu'effectivement, les Françaises et les Français ont envie de reprendre la main parfois sur le débat parlementaire. Et en l'espèce, dans le cadre de la loi Pacte et de l'examen de la privatisation d'Aéroports de Paris, qu'a-t-on observé? Un débat opaque, car le cahier des charges, qui sera l'alpha et l'oméga de cette privatisation, n'a pas pu être accessible, n'a pas pu être véritablement pris en compte dans le vote. Alors, les conséquences concrètes de cette privatisation n'ont pas pu être débattues, et c'est ce qui intéresse les Français. Conséquences environnementales. Je pense aux 200 000 riverains de l'aéroport d'Orly dans le Val-de-Marne, qui est le territoire que je représente ici, et qui sont déjà touchés dans la pollution de l'air, par le bruit. Que vont devenir les protections qui sont celles dont ils bénéficient, entre guillemets, aujourd'hui, car cela nuit gravement à leur santé? Quelles seront les conséquences sur l'aménagement du territoire? Et j'en passe. Mes chers collègues, à l'heure où nous devrions résolument agir face aux injustices et aux conséquences des dérèglements climatiques pour reprendre la main face aux intérêts privés, nous sacrifions la maîtrise de nos aéroports alors que nous sommes en la matière à la croisée des chemins entre enjeux écologiques et enjeux économiques. C'est une hérésie, un contresens historique majeur. L'intérêt général commande au contraire d'en garder la maîtrise et les Français veulent prendre part à ce débat. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Louault pour l'Union centriste pour une durée de 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, mes chers collègues, aujourd'hui, le débat vient sur la position du référendum ou pas de référendum concernant la privatisation de l'aéroport de Paris. Je vous rappelle que l'exigence d'un référendum était posée avec un certain nombre de règles. Aujourd'hui, 1 057 000 personnes ont signé le soutien à un référendum d'initiative partagée à propos de la privatisation de l'aéroport de Paris. Le seuil pour sa validation, je vous le rappelle, est de 4 717 396 personnes. La question qui est posée est de savoir si on respecte une loi constitutionnelle ou si on ne la respecte pas. La question qui est posée est de savoir si ce référendum d'initiative partagée a été fait pour contrer le travail des parlementaires, pour contrer les lois de la République, ou tout simplement pour donner une initiative aux citoyens. On sent bien aujourd'hui qu'il s'agit tout simplement de dire aux députés, de dire aux sénateurs, Mesdames, Messieurs, d'abord votre pouvoir, vous le détenez, on ne sait pas d'où, mais pas du peuple. Et quelque part, ça a été dit à l'instant, vous ne regardez pas de très près ce que vous allez voter, et je crois que c'est mieux de redonner tout ça au peuple à un moment après vous. Je crois que c'est un problème d'institution. Aujourd'hui, est-ce que le parlementaire est responsable de ses votes? Est-ce que la démocratie est organisée autour des parlements, députés, sénateurs? Ou est-ce qu'à tout moment, la démocratie doit s'exercer dans la rue? Alors je comprends bien que certains préfèrent organiser la démocratie dans la rue.
Oui. Et puis je crois que rien ne dément mon discours, bien au contraire. Aujourd'hui, au quotidien, on veut donner un pouvoir à la rue. Et je ne suis pas sûr que ceux qui veulent donner le pouvoir à la rue ont toujours fait preuve ont toujours fait preuve d'un bon fonctionnement de la démocratie à travers les exemples qu'ils prennent. Notre système démocratique est certes imparfait, mais il permet aux citoyens de s'exprimer régulièrement à l'occasion des scrutins, qu'ils soient nationaux ou locaux. Ces scrutins donnent la possibilité d'être les représentants locaux. Nous sommes et nous avons pour responsabilité d'agir en fonction des engagements que nous prenons face à nos concitoyens. Nos électeurs savent très bien nous le rappeler et nos obligations quand nous nous en éloignons. En voulant favoriser l'accès au référendum sur des sujets techniques et économiques comme la privatisation des aéroports de Paris, quelle légitimité voulons-vous donner au Parlement? Comment justifier notre travail de parlementaire? Mes chers collègues, vous l'aurez compris, je suis un fervent défendeur des institutions de notre République et de l'existence du Parlement. Et puis, en conclusion, je dirais tout simplement, je citerai Michel Rocard pour mes amis socialistes, qui disait, et j'en conclurai là-dessus... Oui, ne soyez pas aussi long que... Je ne serai pas long. Rocard disait, un référendum, c'est une excitation nationale où on met tout dans le pot. On pose une question, les gens s'en posent d'autres. Vous voyez que Michel Rocard était long en général. De raisons qui n'ont plus rien à voir avec la question. Bon. S'il vous plaît, je demande vraiment que pour ce débat... Oui, d'accord, donc prenez la parole si vous le souhaitez, mais là maintenant, je demande que les orateurs soient respectés dans leurs interventions, quoi qu'ils disent. Et c'est M. Dominique de Legge qui a la parole pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 24 octobre 1973, un décret signé du président Pompidou donnait le nom de Charles de Gaulle à l'aéroport de Roissy, rendant ainsi hommage à celui qui signait le 24 octobre 1945 l'ordonnance créant Aéroport de Paris. Hommage aussi au fondateur de la Ve République, dont la Constitution renvoie au préambule de celle de 1946, qui a déjà été abondamment citée par mes prédécesseurs, et donc je n'y reviendrai pas. Avec la privatisation d'Aéroports de Paris, je pense que l'on touche un principe constitutionnel qui aurait sans doute mérité un débat en tant que tel, et non une discussion au détour d'un article d'une loi aussi hétéroclite que la loi Pacte. Le général de Gaulle, en inaugurant en 1961 l'aéroport d'Orly, parlait d'une ambition nationale. Je veux bien que nous ne soyons plus au siècle dernier et que nous vivions dans une économie dorénavant mondialisée. Mais je reste convaincu qu'Aéroport de Paris n'est pas qu'une question de capitaux, de rentabilité et de technique. Il s'agit d'un équipement stratégique et, pour reprendre l'expression du général, d'une ambition dont l'État ne peut être absent. Il doit être acteur. Et je pense que le précédent des privatisations des autoroutes et de Toulouse aurait dû nous conduire à un peu plus de prudence. Je crains que nous ayons pris le risque de sacrifier l'avenir en espérant glaner quelques recettes pour boucler un budget toujours déficitaire, plus que de préparer l'avenir. Mais s'agissant d'ambition nationale, je ne peux pas ne pas faire le rapprochement avec l'ampleur du débat, mes chers collègues, qui a eu lieu autour d'un autre aéroport, celui de Notre-Dame-des-Landes, avec ses 180 décisions de justice,
à moins qu'il s'agisse dans cette affaire de compenser les entreprises qui envisageaient l'exploitation de Notre-Dame-des-Landes. Monsieur le ministre, le gouvernement veut réformer. Ce n'est pas moi qui lui en ferai le reproche. Mais réformer ne peut se faire dans la précipitation, surtout quand il s'agit de fondamentaux. Fondamentaux de notre souveraineté économique avec Aéroports de Paris. Il s'agit d'un engagement sur 70 ans. Fondamentaux encore, Monsieur le ministre, avec la réforme des retraites, puisqu'il ne s'agit rien moins que de repenser notre pacte social et de solidarité initié au lendemain de la guerre. Pourquoi pas, mais pas en procédure d'urgence, alors que nous disposons, dans cette affaire comme dans la précédente, d'aucune étude d'impact, ni de projection financière. Je ne sais pas s'il faut plus de référendums ou moins de référendums. Je ne suis pas du tout insensible aux arguments qui ont été développés tout à l'heure par notre collègue Claude Malhuret autour du débat démocratie directe et démocratie participative. Mais mes chers collègues, Monsieur le ministre, j'ai une conviction. Le Parlement doit être respecté. Je n'aurais certainement pas signé l'appel au référendum d'initiative populaire s'il y avait eu un vrai débat au Parlement, si nous n'avions pas été dans l'urgence. Et je vous le dis comme je le pense. Si vous ne voulez pas que le débat ait lieu ailleurs, c'est-à-dire dans la rue, il faut qu'il ait lieu au Parlement. Monsieur le ministre, vous êtes en charge de la petite enfance et des mineurs. Votre présence au banc du gouvernement est aujourd'hui tout un symbole, puisque les mineurs dont vous avez la charge et qui ont 18 ans auront 88 ans quand la concession se terminera. Je crains que le gouvernement ne tire une traite sur l'avenir. La parole est à Monsieur Rachid Temal pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le débat du jour, initié par nos collègues du groupe CRCE, que je remercie, ne porte pas sur la politique économique de votre gouvernement, ni même sur son avenir, et il y aurait tant à dire. Il ne porte pas non plus sur la loi Pacte, ni même sur la question de nos institutions et du rôle du Parlement, je tiens à le préciser pour certains interlocuteurs d'avant moi. Il porte sur un sujet essentiel, celui de la démocratie. Un mot du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes à un moment où les réseaux sociaux sont présents, pour le meilleur et pour le pire. À un moment où nous connaissons le mouvement inédit des Gilets jaunes. À un moment où nous avons une remise en question de toutes les formes de pouvoir. Où les conclusions pour certains sont vers une archipélisation de la France, pour d'autres un retour des classes sociales, et on voit bien que le sujet d'Aéroports de Paris, de son avenir, cristallise l'ensemble de ces questions-là. Alors on peut se dire pourquoi, Monsieur le Ministre, pourquoi ce sujet ? Pour une raison simple, certains l'ont dit avant moi, la procédure accélérée, mais également le manque de transparence du gouvernement. Comment comprendre, comment accepter le refus de transparence de votre gouvernement sur le fameux cahier des charges ? Cahier des charges qui va, de fait, organiser ce que sera Aéroport de Paris et ses relations avec les territoires et les habitants pour les 70 prochaines années. En gros, et donc qui va impacter leur vie, leur santé. Vous proposez finalement de privatiser les gains de ce fleuron et de nationaliser les nuisances. Je pourrais également ajouter, et je suis sénateur du Val-d'Oise également, le fait qu'aujourd'hui, dans le Val-d'Oise, nous combattons chaque jour pour améliorer, face à Aéroport de Paris, les questions de santé publique et autres, avec d'autres collègues qui sont ici présents. Mais nous avons, et les habitants ont chaque 5 années, le pouvoir via leur vote, de changer l'actionnaire majoritaire. Dorénavant, ce ne sera plus possible. Ou alors dans 70 ans. 70 ans avant de pouvoir à nouveau avoir un avis sur les politiques en termes d'aménagement, en termes de santé publique, en termes de nuisances, qu'aura Aéroport de Paris sur des centaines de milliers d'habitants. D'ailleurs, je peux aussi regretter, Monsieur le Ministre, le refus du gouvernement d'accepter l'avis de la commission, la CNDP, qui avait demandé à ce que sur le T4, je le rappelle, c'est l'équivalent d'Orly qui sera ajouté à Roissy. La CNDP avait proposé qu'il y ait un débat très large. Vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé.
Parce que ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y aura des nuisances CO2 pour la planète, particules fines pour les habitants, nuisances sonores également. Aucune mesure. Et personne n'a la main. Voilà ce qu'est cette décision-là. Alors c'est vrai que, Monsieur le ministre, nous sommes choqués parce qu'un président seul peut, lui, décider d'un grand débat. 248 parlementaires ne peuvent rien dire et 1 million de Français non plus. Alors, Monsieur le ministre, et j'en terminerai par là, vous refusez finalement tout débat par volonté idéologique, et il faut le dire. Vous abîmez ainsi notre démocratie. Ce dont les Français ont besoin, ce n'est pas d'un passage en force, c'est bien d'une démocratie apaisée, renforcée, et c'est cela qu'il faut faire dorénavant, laisser la souveraineté populaire s'exprimer. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains pour une durée de 4 minutes. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'organisation d'un référendum sur la privatisation de l'aéroport de Paris est-elle une exigence démocratique? Si on peut et on doit s'interroger sur la pertinence économique de cette privatisation, sur sa cohérence stratégique, on ne peut ignorer la problématique politique, mais aussi démocratique posée par cette cession. Il n'est évidemment pas question de remettre en cause l'essence même de notre système de démocratie représentative. Mais certaines décisions s'avèrent des symboles si forts que même légales, même en respectant formellement les prérogatives et votes du Parlement, elles souffrent d'une légitimité tremblante et incertaine. Ainsi, alors qu'ADP est tout sauf un petit aérodrome de province ou une énième zone commerciale de la grande couronne francilienne, l'État a voulu graver son futur dans une sous-section des 221 articles de la loi Pacte. 7 articles, au milieu des modifications sur les formalités administratives, la formation professionnelle, le jour des soldes, les assurances, 7 articles pour résumer en quelques mots des orientations clés pour l'avenir du transport aérien, l'aménagement du territoire, la stratégie économique et financière de notre nation, et même sa souveraineté. Et ce, afin de rembourser comptant seulement 0,5% de la dette publique. N'oublions jamais qu'un grand aéroport est aussi une porte d'entrée territoriale, un espace frontalier avant d'être une galerie marchande, cela a été dit. Ne fallait-il pas au moins un projet de loi spécifique? Évidemment, oui. Or, vous avez fait un autre choix. Cette volonté de privatisation d'ADP, enfouie au fond de la jungle touffue d'une loi obscure, est révélatrice, et sur le fond et sur la forme, d'une gouvernance lointaine et technocratique qui attise le volcan de l'incompréhension et le magma de la colère chez de nombreux Français. Quand on vend les bijoux de famille, c'est jamais bon signe, et il ne faut pas s'étonner que la famille demande des comptes. Les Français veulent un État stratège, pas un gang de boursicoteurs gagne-petits, leur expliquant doctement qu'ils n'ont rien compris. Les Français ont du bon sens, Monsieur le Ministre. Ils comptent mieux que les ordinateurs de Bercy et ils ont de la mémoire. Ils se souviennent des pathétiques privatisations du réseau d'autoroutes et de l'aéroport de Toulouse. Il est toujours temps de corriger une erreur, ou au moins de fortifier une décision, de la rendre incontestable. Comment? En donnant la parole au peuple. Pourquoi le refuser alors que le gouvernement ne cesse de proclamer un souci d'écoute et de proximité qui reste tout virtuel? En avez-vous donc peur, Monsieur le Ministre? Certains disent que le référendum est un outil dangereux, pernicieux, que les citoyens ne répondent pas vraiment à la question posée, mais en profitent plutôt pour exprimer un rejet. Cela a été dit. Il fut un temps pas si lointain, à l'aube de la Ve République, où le président de la République donnait régulièrement la parole au peuple. Certes, n'est pas De Gaulle qui veut. Je fais partie des parlementaires qui se sont associés pour déclencher le processus conduisant à l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. À ce jour, plus d'1 million de nos compatriotes ont signé cette demande. C'est insuffisant pour imposer le référendum, mais suffisant pour que le gouvernement entende le malaise exprimé. Monsieur le ministre, si vous êtes sûr du bien fondé de votre décision, je ne doute pas que vous saurez en convaincre les Français. Au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote, a écrit Charles de Gaulle. Puisse le gouvernement être donc audacieux, courageux, pédagogue, Monsieur le ministre. Puisse le gouvernement être gaulliste ou au moins gaullien. Un référendum lui en donnera l'occasion.
Eh bien, maintenant, la parole pour répondre à Monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Je vais vous expliquer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis ravi d'être, et les sénatrices, je suis ravi d'être parmi vous, au nom du gouvernement, en tant que secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités. Je vous remercie pour l'organisation de ce débat, et je me réjouis de voir que le débat démocratique est toujours bien vivant, puisque nous débattons, certes, du référendum, de son opportunité, des modalités de son organisation, mais aussi encore du fond du sujet et sur la question de la privatisation elle-même. Alors, je ne ferai pas, sénateur Maluret, et je m'en excuse par avance, montre de la même rigueur argumentaire que vous, et je me permettrai dans un premier temps de parler du fond, de rappeler la logique de cette privatisation, d'expliquer pourquoi cette opération est nécessaire pour l'entreprise, pourquoi elle est bénéfique pour notre souveraineté et notre sécurité, et déterminante pour l'économie française. Puis j'aborderai plus précisément l'organisation et la question du référendum que soulève la question que vous avez bien voulu porter à nos échanges aujourd'hui. Alors si l'on revient un court instant sur Aéroports de Paris. Aéroports de Paris n'est ni un monopole national, ni une entreprise stratégique. Si cela a pu être le cas dans le passé, aujourd'hui, les principaux aéroports européens sont en concurrence. Et Aéroports de Paris est concurrencé par Heathrow ou Francfort, ainsi que par les aéroports des pays du Golfe. ADP n'est pas une entreprise stratégique? Non. Monsieur Leonhardt, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ADP n'est pas une entreprise stratégique, c'est la frontière qui est stratégique. L'entreprise, elle, est commerciale. Les comptes de résultats d'ADP le prouvent. Les 3/4 du résultat opérationnel proviennent des activités commerciales, des hôtels, des parkings, des boutiques, de l'immobilier. La frontière continuera à être contrôlée de la même manière. La loi, vous le savez bien, l'a rappelé et fixé les conditions d'exercice des fonctions régaliennes de l'État qui s'imposent et s'imposeront à Aéroports de Paris, quels que soient ses actionnaires. Il n'y aura évidemment pas de privatisation de la police des frontières ni des douanes. Ensuite, il faut comprendre le rationnel de l'opération. Elle est assez simple et elle se résume en une phrase. Le rôle de l'État n'est pas d'immobiliser du capital dans des activités commerciales et matures. Il est d'investir pour financer l'avenir de notre économie. Le rendement d'ADP est d'ailleurs, je n'ai pas voulu le souligner, mais vous le savez, l'un des plus faibles du portefeuille de l'État. Nous privatisons donc pour financer, un certain nombre de vous l'ont rappelé, un fonds d'innovation, lui, absolument stratégique. Mais nous privatisons également dans l'intérêt d'Aéroports de Paris. Nous voulons faire d'ADP un leader mondial de l'aéroportuaire. L'entrée de nouveaux actionnaires permettra d'apporter les compétences, les capitaux nécessaires pour améliorer la qualité de service et accompagner le développement de l'entreprise en France, mais aussi à l'international. Et ce n'est pas un hasard si, en 2019, le Conseil international des aéroports a désigné comme meilleur aéroport en termes de qualité de service, Madame Assassi, celui de Lyon-Saint-Exupéry, privatisé, dans la catégorie des aéroports accueillant de 10 à 25 millions de passagers, ou encore celui de Rome, qui est lui aussi privatisé, dans la catégorie des plus de 25 millions de passagers. Sans oublier le trophée de l'accessibilité, décerné à Gatwick, à Londres, qui est également un aéroport privatisé. Les conséquences de l'opération pour les usagers, les employés ou les riverains seront limitées. J'ai quelques arguments à partager avec vous, Monsieur Temal. Nous avons tous en tête le précédent des autoroutes, vous l'avez évoqué, et nous avons tiré toutes les conséquences qui s'imposaient à nous. Le cadre de régulation d'Aéroports de Paris sera plus strict,
après cette opération qu'avant. Nous apportons 5 types de garanties nouvelles que je vais partager avec vous. Le premier type de garantie, des garanties de cession et d'exploitation, avec un cahier des charges précis, écrit dans la loi et dans un décret. Concernant les garanties de cession, les acheteurs devront remplir des conditions strictes de fonds propres et d'expérience dans le secteur du transport aérien pour participer à la cession. Et l'État français ne cédera pas ses participations à un autre État ou à une entreprise sous contrôle étatique. Le Parlement a également fixé dans la loi des garanties très précises sur les modalités d'exploitation. Le cahier des charges comportera des points précis sur le respect de l'environnement, sur la qualité des services et sur le maintien des emplois. Il comportera des garanties sur la présence de l'État, un commissaire du gouvernement et des dirigeants seront agréés par l'État, dont le directeur de la sécurité d'Aéroports de Paris. C'est déterminant, évidemment, pour garantir les droits souverains de l'État, la protection des personnes et la sécurité des frontières. Enfin, sur les tarifs, tous les 5 ans, ne profitez pas que je me rafraîchisse pour parler à ma place. Sur les tarifs, tous les 5 ans, l'État et la société fixeront l'évolution des tarifs en fonction des investissements et de la qualité de service, sous le contrôle d'une autorité de régulation indépendante. En l'absence d'accord, l'État, sur avis conforme de l'autorité de supervision, fixera les grandes orientations stratégiques et les redevances facturées aux compagnies aériennes. Et l'État aura toujours le dernier mot. Je vous donne un certain nombre de garanties que vous avez l'air d'écarter d'un revers de main, mais elles sont importantes. Deuxième type de garantie, des garanties de bonne gestion, avec notamment le principe de la double caisse qui incite au maintien de coûts compétitifs. Troisième type de garantie, des garanties de sécurité, avec un cahier des charges strict, contrôlé et soumis à des sanctions. L'État garde le contrôle total des frontières, Madame Cohen, vous le savez bien, sur la police aux frontières, sur le contrôle des personnes, sur le contrôle des biens, sur les douanes, sur le contrôle aérien. L'État continuera à tout contrôler. Et les sanctions pour irrespect des critères de sécurité seront strictes. Elles pourront entraîner des amendes à hauteur de 2% du chiffre d'affaires de la compagnie. Quatrième type de garantie, des garanties patrimoniales, puisque l'État récupérera les infrastructures d'ADP après une période de 70 ans. Cinquième type de garantie, enfin, des garanties territoriales, pour assurer la qualité de vie des habitants des communes avoisinantes et la cohésion de notre nation. Les parlementaires des communes avoisinant les aéroports du groupe étaient inquiets des conséquences de la privatisation. Un certain nombre d'entre vous en ont fait part. Nous avons donc inscrit les garanties dans la loi pour préserver la qualité de vie des habitants, pour éviter le bruit et l'augmentation du nombre de rotations à Orly. Et je m'étonne à cet égard, Madame Cohen, Madame Tellier-Polian, Monsieur Temal, que vous évoquiez le fait qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas eu possibilité de débattre, qu'il n'y ait pas eu possibilité d'apporter des garanties supplémentaires. À l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin, dans le cadre des débats sur la loi Pacte, a fait inscrire dans la loi la limitation pour Orly à 250 000 créneaux de vol et à un couvre-feu nocturne entre 6h et 23h30. Il y avait donc possibilité de débattre et d'apporter un certain nombre de garanties attendues par vos administrés. Ça a été fait par Laurent Saint-Martin à l'Assemblée nationale, voté d'ailleurs par Robin Reda, qui appartient au même groupe que les bancs à droite de cet hémicycle. Alors oui, il y a eu débat, il y a encore débat aujourd'hui et nous nous en réjouissons. Le processus démocratique est évidemment essentiel à la vie de la nation. Et il a commencé ce débat avec le débat de la loi Pacte en juin 2018, il y a plus de 20 mois désormais. La privatisation d'ADP a conduit à plus de 60 heures de débat au Parlement. Et le débat continue, notre présence ici à tous en est la preuve, et il continue aussi avec la procédure de référendum d'initiative partagée qui dure, elle, depuis 8 mois. Nous respectons évidemment l'expression démocratique. C'est pour cette raison que nous avons décidé qu'aucune décision ne serait prise pendant la période de 9 mois de collecte de signatures pour le RIP, qui s'achèvera le 12 mars prochain, et tant que cette procédure continuera à courir. Cette pétition a, au 22 janvier dernier, ça a été rappelé par un certain nombre d'entre vous, collecté 1 070 000 signatures sur les 4,7 millions requises pour que se poursuive la procédure. Le débat public continue. Depuis l'élaboration de la loi Pacte, à laquelle j'ai contribué en tant que député à l'époque, le gouvernement n'a eu de cesse
d'expliquer ce projet de privatisation, ce que je m'évertue à faire encore aujourd'hui devant vous, son intérêt et le cadre dans lequel nous souhaitons la mener. Le long débat préparatoire et d'élaboration de la loi Pacte, l'implication des élus de la représentation nationale pendant près d'un an, les centaines d'amendements retenus par le gouvernement venant de la majorité, comme des partis d'opposition, ont permis l'expression, et notamment venant à l'Assemblée nationale des rangs communistes, de votre collègue Stéphane Peu, avec lequel nous avons beaucoup et bien travaillé, ont permis l'expression pleine et entière du Parlement sur ce sujet. Le débat public a été largement mené par les promoteurs du RIP depuis plus de 8 mois pour essayer d'obtenir, selon les termes de la Constitution, 4,7 millions de signatures. Et chacun de nous pourra apprécier le 12 mars prochain, sans préjuger du résultat, quel est le résultat de ce long débat. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis exprimé devant vous aujourd'hui au cœur de ce que nous considérons comme un temps fort démocratique, qu'est le recueil des signatures de ce référendum d'initiative populaire. J'ai voulu avec vous rappeler l'importance de ce projet à nos yeux et j'espère que cette intervention aura pu répondre, autant que faire se peut, point par point, je m'en doute, comme nous l'avons toujours fait, aux arguments avancés contre ce projet de privatisation, arguments dont je me permettrai de dire qu'ils sont parfois erronés. Nous ne privatisons pas les frontières, il n'y a pas de dérégulation au détriment de l'environnement, des riverains, des usagers ou des compagnies aériennes. Nous voulons seulement, je vous le redis, mesdames et messieurs les sénateurs, valoriser le patrimoine de l'État et garantir le meilleur usage de l'argent public, tout en investissant dans l'avenir des Français. Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît. Tout en investissant. Je suis sûr que vous allez être d'accord avec ce que je veux dire. En investissant dans l'avenir des Français, dans les entreprises innovantes, à travers un projet dont les contours ont été élaborés afin de maintenir un cadre sûr. Mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie pour ce débat, pour votre écoute et pour votre attention. Les sénateurs ont donc débattu de l'organisation d'un référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Les opposants à cette privatisation, lancés dans leur campagne de signature, estiment que le gouvernement et les médias doivent mettre davantage de moyens pour organiser le débat autour de ce référendum. Quant aux sénateurs La République En Marche, ils rappellent que le Parlement a déjà joué son rôle démocratique en examinant cette privatisation. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.